Hmm. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle analyse en profondeur, on va aborder un sujet assez lourd. Il y a ce contraste flagrant, presque déroutant, je dirais, entre l'image stéréotypée que la culture populaire renvoie du crime organisé et la réalité sur le terrain aujourd'hui. Oui, tout à fait. L'image classique, on la connaît tous. C'est le grand parrain intouchable qui opère dans l'ombre. Exactement. Le gars qui gère un monopole relativement stable avec une corruption très discrète. Bien huilé, avec des costumes sur mesure et des accords secrets dans des arrière-salles. Voilà. Mais la réalité actuelle du paysage criminel mexicain, c'est tout autre chose. C'est devenu un environnement hyper complexe, extrêmement violent et surtout totalement fragmenté. On ne parle plus du tout de simples réseaux de trafiquants. Ce sont de véritables factions paramilitaires. Absolument. Et pour comprendre ça, aujourd'hui, on a épluché une pile de documents vraiment hétéroclites. Il y a des rapports officiels du gouvernement américain, notamment du service de recherche du Congrès et de l'OFAC. Le fameux bureau de contrôle des avoirs étrangers, oui. C'est ça. À côté de ça, on a une analyse statistique hyper détaillée publiée en 2021 par l'Université de San Diego. Ça s'intitule Justice in Mexico. Un rapport fascinant avec des données très cliniques. Et pour donner de la chair à ces chiffres, on s'est aussi basé sur la transcription d'un documentaire glaçant trouvé sur YouTube. Un documentaire sur les tactiques modernes de ces groupes. Et même la page Wikipédia d'un des pires tueurs en série du pays, ce qui apporte un éclairage inattendu. L'objectif, la mission de cette plongée d'aujourd'hui, c'est de comprendre comment et pourquoi on est passé de quelques monopoles à des dizaines de factions impitoyables. Des groupes qui fonctionnent presque comme des seigneurs de guerre locaux. Une évolution qui remet en question énormément d'idées reçues. Bon, décortiquons tout ça. Pour quiconque nous écoute, c'est une transition historique fondamentale qu'il faut vraiment analyser. Et il faut l'examiner à travers le prisme de la stratégie d'État. Parce qu'historiquement, entre les années 80 et 2000, le trafic était contrôlé par quelques énormes cartels. Comme ceux de Sinaloa, Tijuana, Juarez ou le cartel du Golfe. Exactement. C'était une structure monopolistique, presque pacifique, entre guillemets, bien sûr. Pacifique dans sa corruption de haut niveau, disons. Voilà. L'objectif principal, c'était le commerce de transit vers les États-Unis. La violence existait, mais ce n'était pas le but premier. Parce que la violence, c'est coûteux, ça attire l'attention de la police et ça nuit au business. C'est exactement ça. Mais le basculement s'opère quand les autorités décident de changer de tactique. Avec ce que les rapports américains appellent la Kingpin Strategy, la stratégie de l'élimination des chefs. Une stratégie qui semblait logique sur le papier. On arrête les grands parrains pour faire effondrer la structure. C'est un peu comme démanteler une immense multinationale. Sauf que ça a donné naissance à des dizaines de startups impitoyables et ultra compétitives. En arrêtant ces kingpins, l'État a involontairement provoqué une fragmentation massive. Les données du rapport de 2021 sont frappantes là-dessus. Oui, on a vu une véritable explosion des chiffres. En 2006, on avait environ 4 grands cartels dominants. Aujourd'hui, on est passé à plus de 20 groupes majeurs. Sans compter les innombrables sous-factions. Et ça a eu une conséquence directe sur la violence. Une explosion de la violence, avec un pic terrifiant qui s'est stabilisé autour de 34 515 homicides rien qu'en 2020. 34 000 homicides en une seule année? C'est vertigineux. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend que cette fragmentation a changé la nature même de la violence. C'est-à-dire que ce n'est plus juste régler un litige commercial. Non, c'est devenu une lutte quotidienne pour la survie et le contrôle du territoire. Et comme ces nouveaux groupes n'ont pas les connexions politiques de l'ancien système, ils compensent par une brutalité exacerbée. Ce qui nous amène à une militarisation stupéfiante. Les armes ont évolué de façon dramatique. On ne parle plus de gangs de rue avec des petits pistolets. Non, là on parle d'unités paramilitaires. Le documentaire cite un exemple choquant. Le CGNG, le cartel de Jalisco Nouvelle Génération, a utilisé un lance-roquettes, un RPG, contre l'armée. Pour abattre un hélicoptère militaire en plein vol. On est dans une véritable insurrection armée. Mais comment on en est arrivé à utiliser des tactiques militaires aussi poussées? Historiquement, ça vient des États. Au départ, c'était un groupe formé par d'anciens déserteurs des forces spéciales, formés à la contre-insurrection. Et ils ont été embauchés comme bras armés avant de faire sécession? Exactement. Ce sont eux qui ont fait de la violence extrême un but en soi, et le CGNJ, sous la direction de Nemesio Oseguera Cervantes, le redoutable El Mencho, a repris et perfectionné cette méthode. Et il y a cette histoire effroyable dans nos sources, l'histoire d'El Cholo. C'est difficile à entendre, mais ça illustre parfaitement cette mécanique. El Cholo était l'ancien bras droit d'El Mencho. Il a trahi le cartel pour former son propre groupe, Nueva Plaza. Et la vengeance du cartel a été, publique et théâtrale.
Il a été capturé en 2021. D'abord, on l'a forcé à faire une vidéo de confession. Et ensuite, la torture, pendant plusieurs jours. Les détails sont viscéraux. Il a été torturé méthodiquement. Et le rapport mentionne qu'un médecin était présent. Un médecin pour le ranimer à chaque fois qu'il s'évanouissait. C'est d'un cynisme absolu. Ils lui ont brisé 7 orteils. Ses jambes ont été criblées de balles. Et ça ne s'arrête pas là, ils lui ont arraché la langue, retiré les yeux. Pour finir, son corps a été emballé dans du plastique noir et laissé sur un banc public à Guadalajara, Sur un banc public, en plein jour. avec des pancartes. Ce qui est fascinant ici, c'est que cette brutalité n'est pas de la simple folie. C'est une stratégie de marque froidement calculée. Du marketing par la terreur. Absolument. Conçue pour terrifier les politiciens, le public et surtout les rivaux. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce modèle de terreur va s'appliquer à d'autres secteurs. La drogue ne suffit plus. Les cartels se sont diversifiés. Avec la fragmentation, ils n'ont plus tous la capacité d'exporter à l'international. Donc ils ont adopté un modèle économique qu'on pourrait qualifier d'extractif. Ils parasitent l'économie locale. Prenons le vol de carburant, par exemple. Oui, les États qui siphonnent les pipelines de Pemex, la compagnie pétrolière d'État. Ça a causé des pertes d'1 milliard de dollars en seulement 9 mois. 1 milliard en 9 mois juste en volant de l'essence. Mais il touche aussi à l'agriculture légale. Le cartel des chevaliers templiers dans le Michoacán en est le parfait exemple. Ils extorquaient les cultivateurs d'avocats et de citrons verts. Ils prenaient 13% de leurs profits. Ce qui représente environ 150 millions de dollars par an. Et ils sont même allés jusqu'à l'exploitation minière. Oui, ils forçaient l'exportation illégale de minerais de fer depuis de grands ports maritimes. C'est devenu une terreur au quotidien pour les civils. Ça a fait exploser les cas d'enlèvement et d'extorsion. Et ça crée ce fameux chiffre noir, la cifre nègre. Tous ces crimes non signalés par peur des représailles. La violence touche directement les maires, les journalistes. Et on le voit tristement reflété dans la hausse des féminicides dans ces régions. C'est tout un écosystème d'impunité qui s'installe. Ce qui nous amène d'ailleurs à changer un peu de focale. Comment ça? Il faut examiner comment ce climat d'impunité globale permet à la violence purement individuelle de prospérer, loin des guerres de cartel. Ah, tu veux parler du cas de Fernando Hernández Leioa. Oui, le fameux tueur en série surnommé Poncho López. Son parcours est hallucinant. Il a sévi de 1982 à 1999. Dans au moins 5 États différents du Mexique. C'était un nomade, très organisé. Il a avoué calmement une centaine de meurtres, et les autorités le soupçonnent d'en avoir commis 137. Et le plus incroyable, c'est qu'il a réussi à s'évader 2 fois. Oui, 2 évasions réussies. Et il y a cette anecdote mémorable lors de son incarcération définitive. Sa tentative de suicide en prison à La Palma en 1999. Il a essayé de se pendre avec une corde de fortune, mais l'homme pesait plus de 150 kilos. La corde a tout simplement cédé sous son poids. Il s'en est tiré avec de simples égratignures. Il est toujours incarcéré et ne sera libérable qu'en 2049. Il aura alors 84 ans. Mais le lien avec notre thème principal est crucial. Le fait qu'un seul individu ait pu tuer plus de 100 personnes sans être arrêté définitivement pendant 13 ans. Ça illustre parfaitement les failles béantes d'un système judiciaire déjà submergé par la lutte contre le crime organisé. L'impunité devient la règle. Mais cette impunité n'est pas juste due à un manque de moyens. Non, on touche là à la corruption systémique. Il faut rester objectif en rapportant ces faits, mais les documents sont clairs. La corruption s'infiltre absolument partout. L'implication de certains pans de l'État est documentée. Prenons le massacre d'Iguala. Les 43 étudiants disparus. Ils ont été livrés à un groupe criminel, les Guerreros Unidos. Et livrés par qui? Par la police locale, agissant sous les ordres d'un maire corrompu. C'est l'État qui se fait sous-traitant des cartels. Un autre exemple frappant de cette corruption au plus haut niveau, ce sont les évasions spectaculaires de Joaquín El Chapo Guzmán. Notamment cette fameuse évasion par un tunnel d'1 kilomètre. 1 kilomètre de long, creusé depuis une prison de haute sécurité. Avec des rails, de la lumière, il est impossible de faire des travaux pareils sans une complicité évidente des autorités pénitentiaires. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Quel est l'impact global pour la société? Le constat, c'est que l'élimination d'un leader n'arrête plus la machine. C'est la dynamique de l'hydre. On coupe une tête et plusieurs repoussent immédiatement. Exactement. Tant que les institutions ne seront pas réformées pour contrer la corruption de l'intérieur, ce cycle d'adaptation continuera. Et cette adaptation des cartels prend une direction qui fait froid dans le dos quand on lit la fin des rapports. Cela soulève une question cruciale. Et c'est un point très novateur, basé sur les saisies mondiales. L'explosion des drogues synthétiques. Voilà, le fentanyl, la méthamphétamine. Les saisies de méthamphétamine atteignaient déjà près de 20 tonnes en 2014. Alors que la cocaïne et la marijuana sont en chute libre.
Parce que les brocs synthétiques changent totalement le modèle. Les cartels n'ont même plus besoin de vastes étendues de terres agricoles. Ni de la complicité de milliers de paysans pour cultiver les champs. Il suffit d'un entrepôt et de précurseurs chimiques. Il faut imaginer un futur proche où ces organisations criminelles deviennent de pures entités chimiques et logistiques. Sans aucune attache territoriale rurale. Ce qui les rendrait potentiellement encore plus insaisissables et totalement déconnectés de la population locale qu'elles prétendaient autrefois protéger. C'est une réflexion finale assez provocatrice, mais tellement logique au vu des données. Des cartels fantômes purement logistiques. C'est le défi de demain pour les autorités. Ça clôture de façon percutante notre exploration d'aujourd'hui. On a décortiqué un paysage criminel qui a muté bien au-delà de ce qu'on imagine souvent. Une mutation continue, oui. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir suivi cette plongée approfondie. On vous invite à garder l'esprit critique, à toujours interroger les sources et à continuer d'apprendre avec nous. À très bientôt pour une nouvelle analyse.